Bonjour à tous et bienvenue. 365 jours par an, les médias de France et de Navarre abordent le cas Neymar. Qu'a-t-il mangé? Quelle sera sa nouvelle coupe de cheveux? Son nouveau tatouage? C'est presque à se demander si dans les prochaines questions existentielles, on saura la couleur des selles de la star brésilienne. Alors vous allez vous dire pourquoi faire une vidéo justement à son sujet, on en parle déjà assez. Mais justement, avec autant de désinformation et un emballement pas possible, je pense que c'est important de prendre un peu de recul. Et surtout qu'à travers le cas Neymar, en fait, on va pouvoir mieux comprendre une des nouvelles stratégies qui est en train de se dessiner pour le Paris Saint-Germain et plus généralement pour le Qatar. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Par exemple, vous voulez quelque chose, mais est-ce que vous pouvez l'avoir? C'est forcément le cas. Est-ce que Neymar veut partir du Paris Saint-Germain? Oui. Il l'a fait savoir d'ailleurs à sa direction en fin de saison. Ce qui d'ailleurs était assez surprenant. Si on m'avait dit ça à mi-avril, j'aurais dit mais non, il n'a pas le spleen de sa première saison, etc. Mais bon, dans le foot, vous savez, un jour c'est blanc, l'autre lendemain ça peut être gris ou orangé, quoi. Mais oui, il a vraiment exprimé des volontés de départ. Alors ça ne veut pas dire qu'il chie sur le club, etc. Et je ne vais pas rentrer dans la tête de Neymar, parce que je ne m'appelle pas Neymar. Et ça, il faut être très prudent, parce qu'on le voit aujourd'hui de plus en plus, on entend selon un proche du dossier, l'entourage, blablabli, blablabla. Bon, c'est souvent aussi pour détourner qui parle réellement, pour pas... pour pas éveiller les soupçons. Et dans le même temps, il y a la notion d'entourage que je vais expliquer, parce qu'elle est très importante, surtout pour un joueur comme Neymar, qui a un entourage pour le coup très élargi. Vous avez le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, le quatrième cercle et le cinquième cercle, avec des degrés de proximité différents. Et en fait, les gens qui parlent souvent, c'est des gens qui sont quand même assez éloignés. Et souvent, ils ont entendu, ça fait le téléphone arabe, un mec répète à un mec qui répète à un... Et donc souvent, c'est un peu déformé. Et souvent, on a une version à la fin où les gens peuvent s'emballer, etc. Et il y en a qui... Voilà, selon les personnalités. Parce que les vraies personnes du cercle de Neymar, il y a, je me rappelle plus de Gabi, je crois qu'elle s'appelle, qui est un peu la femme à tout faire autour de Neymar, Pini Zahavi-L'Agent, Alvaro Costa qui était chez Nike qui travaille pour Pini, Umberto Paiva qui travaille pour Pini, le père de Neymar, Marcos Mota, notamment l'avocat, et peut-être un ou deux autres. Ça va être des tombes. Ces gens-là ne vont absolument rien dire, ne parlent pas à la presse, etc. Donc à part eux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe, ensuite, vous voyez, il y a cette notion d'entourage. Et donc il faut faire très attention, parce qu'il y en a qui ne sont pas spécialement informés, qui veulent se faire mousser en parlant. Pour ça, je fais toujours très attention là-dessus. Parce que sur Neymar, déjà vu que c'est le Paris Saint-Germain, et en plus Neymar, vous entendez tout et n'importe quoi, parce que dès que tu as le moindre truc, tu te dis ah c'est bon, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait réellement les raisons pour lesquelles il veut partir? Moi je peux vous dire juste deux choses, c'est que premièrement il y a un décalage culturel notamment sur le fait de vivre à Paris, questions météorologiques, etc. Également un décalage culturel dans sa vision de qu'est-ce qu'un groupe de football. Je rappelle qu'à Barcelone, c'est quand même un vestiaire qui a avec beaucoup d'amis, des relations extra-foot, etc. sur les sorties en famille et tout. Ce qu'il ne retrouve absolument pas au PSG, souvent d'ailleurs il s'en était plaint en disant putain mais ici il y a un individualisme pas possible, etc. Après la compétitivité, plein d'autres choses, une condition physique en berne qui alerte quand même plusieurs personnes. Pour la petite anecdote, Neymar est un des joueurs avec le plus de taux de masse graisseuse au retour des vacances. Je crois que vous avez pu le voir en janvier et l'été dernier. Rappelez-vous le premier match contre Liverpool, c'était pas le Neymar qu'après on a connu, etc. Donc voilà, ensuite il a sans doute des raisons à lui, le cercle, les blessures, les machins. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, oui, il veut partir, ok. Est-ce qu'il peut partir? Donc, pour pouvoir partir, il y a deux conditions. La première, c'est est-ce que ton club accepterait? C'est pas que le PSG accepte aujourd'hui, c'est que Neymar est sur le marché. Eh oui. C'est-à-dire que l'an passé, il y avait le Real Madrid qui était venu aux nouvelles, il y avait les contacts, vous savez, l'habituel, on va dire, saga du papa Neymar, qui toutes les années cherche plus ou moins à essayer de se barrer ou tirer une augmentation de salaire. C'est depuis Santos que c'est le cas. Et donc c'était pareil, pas de surprise. Et donc le PSG c'était même pas on entre en négociation, c'est non, niet. Donc ouais, c'est fini. Et puis là récemment c'était pas niet, c'était on écoute. Et quand tu passes de non à on écoute, c'est un grand changement. Et là c'est même plus on écoute, c'est on vend. C'est on vend. Ils n'en peuvent plus de Neymar et tout ce qu'il y a, pour diverses raisons. Alors selon eux, Neymar est ingérable. Notamment pour les soucis d'image. L'affaire judiciaire actuellement, la justice a besoin de se prononcer, la gifle aux supporters, les 3 matchs de suspension en Ligue des Champions pour les insultes sur les arbitres sur les réseaux sociaux, ils disent oui les blessures, les sorties, le fait que un des plus gros points de désaccord, c'est qu'en fait vu que le papa réclamait un peu une augmentation de salaire, etc., ils se sont débrouillés avec un contrat donc avec la Qatar National Bank, QNB, il n'y a pas longtemps, et puis 3 mois après, tu as le joueur qui dit en fait je vais me casser. Donc derrière de dire hey, mon coco, t'as fait signer 5 ans, t'as donné tout ce qui était possible, on a même aidé à financer ta fondation, pour nous dire après, donc en plus t'es souvent blessé, etc., t'as peut-être pas le professionnalisme qu'on attend, donc ce qu'on peut comprendre aussi si on se met dans la position des responsables. Sauf que publiquement, ils vont jamais te dire on veut dégager Neymar. Jamais. Tu te doutes bien, mais jamais.
Mais aujourd'hui, si un club arrive avec 280-300 millions, 300 millions normalement, mais il l'emmène dans le jet. Hein. Il l'emmène dans le jet, lui et tous les gens autour de lui. Et pour vous donner un exemple très important, c'est que là, il y a des commissions qui devaient être payées, notamment à Pini Zahavi, en rapport avec le transfert de Neymar et tout ça. Elles ne sont pas payées. D'ailleurs, ils étaient tous à Londres hier, pour la petite anecdote. J'attends de voir comment ça va se passer, mais là aujourd'hui, vous avez le Qatar qui ne paye pas certaines choses qu'ils doivent à Neymar et les gens qui travaillent avec lui. Ce qui est très significatif quand même. Et en fait, il faut replacer ça dans deux contextes. Mais on va d'abord dire sur le pouvoir du transfert. Donc ok, vous voyez qu'ils sont ouverts à vendre le joueur pour cette somme-là, ce qui est normal. Sauf qu'aujourd'hui, qui peut se payer Neymar? Qui peut se le payer? La Juve, ils ont Ronaldo. Le Bayern, c'est pas la politique de la maison. Chelsea, interdiction. Tottenham, peut-être pas le standing. Arsenal, ils n'ont pas l'argent. Liverpool, ils ont tout le monde. Manchester City, ils ont déjà du monde, ça m'étonnerait. Et Manchester United, oui, il y a Manchester United qui est sur Neymar. Maintenant, la question, c'est est-ce que Neymar va vouloir habiter à Manchester? Si déjà il y a des problèmes à Paris, j'ai quand même un doute. Donc il te reste le Real et le Barça. Mais le Real, ils ont fait hasard et ils veulent Mbappé pour l'an prochain à tout prix. Donc ils ne peuvent pas faire Neymar en plus pour le moment. À moins d'un grand changement de politique, mais ça m'étonnerait fort. Donc il te reste le Barça. Ok. Mais déjà au Barça, est-ce que tout le monde veut du retour de Neymar? Ah oui, les joueurs et certaines personnes à la direction. Mais Josep Bartomeu, plus compliqué. Je rappelle quand même que Neymar avait déclaré que le problème c'était un peu les gens qui dirigeaient le club. C'était pas super bien passé. Alors on peut toujours s'arranger, c'est vrai qu'il y a cette affaire judiciaire entre les Neymar et le Barça pour une prime de 26 millions, ils peuvent l'enlever, ils peuvent baisser le salaire, etc. Ok. Disons que le Barça est intéressé, même si au club, c'est pas non plus, ils sont pas tous à 100%. Ok, ils le veulent. Mais le problème c'est qu'il y a Griezmann qui doit signer. J'ai pas d'infos sur Griezmann, mais de ce qu'on lit, il doit signer là, plus de 100 millions ensemble, je crois. S'il n'y avait pas Griezmann qui signait, je t'aurais dit bon. Parce que le Barça, c'est vrai, le plus grand budget, ils sont quasiment à 1 milliard. Bon, tu me diras, les dettes aussi sont pas trop mal, hein. Mais tu te dis pourquoi pas, sauf que là il faut de l'argent. Et en 2 mois, il va falloir que le Barça trouve au moins 200 millions de ventes. Sauf qu'on n'est pas dans FIFA, on n'est pas dans Football Manager, ça se fait pas comme ça. Alors oui, en amont, Pini Zahavi notamment, avec son cercle, on va dire, assez large, travaille pour permettre au Barça d'avoir des fonds. Et notamment sur Malcolm. Sur Malcolm, tu as des agents qui essayent de le placer, que ce soit en Chine, que ce soit en Angleterre, pour récupérer 50-60 millions. Tu as Rakitic, plus ou moins sur le départ, d'autres joueurs, on va écouter les offres, et l'idée c'est surtout de faire partir Coutinho, qui est géré par Kia Joorabchian, aka le playboy de Téhéran, et aka l'élève absolu de Pini Zahavi. Donc ils essayent de le placer un peu de partout. D'ailleurs, Kia, depuis 1 an, essaie de le placer au PSG, à l'époque avec Antero Henrique. Ça aurait été un transfert assez beau, tiens, je sens. Enfin bref. Donc il faut arriver à vendre ces joueurs-là, parce que pour le moment, Dembélé, un départ n'est pas à l'ordre du jour. Et ça se fait pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Barça trouve 200-250 millions. Il faut qu'ils règlent tous les soucis qu'ils ont avec le juridique, avec les Neymar et tout, et qu'ils arrivent à convaincre tout le board aussi. Pour le moment, on est d'accord que Pini Zahavi mène les négociations entre toutes les parties, ils sont ouverts, mais l'aspiration, elle va pas se faire comme ça. Vouloir, oui, il y a la volonté d'un départ. Est-ce qu'il peut avoir le départ? Ah, c'est plus compliqué. Et là, j'entends, oui, il va peut-être faire un communiqué, etc. 2 choses. Si Neymar fait un communiqué, en disant je veux rejoindre le Barça pour X raisons, il faut qu'il soit sûr que le Barça ait la possibilité de le prendre. Parce que là, j'entends, oui, l'entourage est confiant, etc. Mais l'entourage, ça veut dire quoi? Il y a une réalité aujourd'hui. Est-ce que le Barça peut se payer Neymar aujourd'hui? Non. Ils vont devoir faire beaucoup de concessions pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les 2 parties, publiquement, ne disent pas grand-chose, parce que ça t'évite de te retrouver bouché quelque part. Parce que si finalement, c'est pas possible d'aller au Barça, bah, tu vas dire non, qu'est-ce que tu vas faire? Tandis que là, c'est la seule. Enfin, tu me diras, Neymar paye des je ne sais pas combien d'euros ses conseillers en communication qui sont les meilleurs du monde, les mecs c'est pas des connards. Hein. Donc forcément, si jamais il voit que c'est pas possible au Barça, t'es pas à l'abri de notre communication en disant non mais moi je vais rester à Paris, etc. Est-ce que ce sera vrai? Non. Mais bon, tout est une question d'image et de communication. C'est comme le Qatar, ils vont pas te dire on veut faire partir Neymar. Mais s'ils ont la volonté de le faire partir, oui, alors là, certain. Et en fait, on va remettre ça dans le contexte du Qatar aujourd'hui. Alors comme vous le savez, depuis 2017, le Qatar subit un blocus de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et de l'Égypte. Donc c'est un blocus, à la base, les liens soi-disant avec le terrorisme, ça c'était pour faire parler, etc. Une des vraies réalités, c'était notamment les liens business avec l'Iran. Vous savez, dans cette rivalité régionale entre l'Arabie Saoudite notamment et l'Iran, avec le détroit d'Ormuz, dont on voit en ce moment c'est très agité. On voit de l'autre côté avec l'autre détroit, celui de Bab el-Mandeb, la porte des larmes, donc avec le Yémen, on voit ce qui se passe au Yémen. Donc ce qui est en train de se passer dans la péninsule, dans tout le Golfe, on voit que c'est à plusieurs échelons. Il y a les échelons, on va dire,
locaux, régionaux et ensuite mondiaux avec divers intérêts. Ça peut être des intérêts évidemment de matières premières, donc pétrole, etc. Des intérêts également pour les routes maritimes et le contrôle de ces routes-là, avec notamment l'idée de l'Arabie Saoudite qui pourrait contrôler tout après le canal de Suez, la mer Rouge et ensuite pour Bab el-Mandeb. Et ensuite, vous avez également d'autres intérêts, type sur les compagnies aériennes. Bref, aujourd'hui, quand vous allez au Qatar, par exemple de Qatar Airways, excellente compagnie d'ailleurs, je trouvais. Bon, moi j'y étais il y a 2 semaines pour Pakistan-Cambodge. Et j'ai vraiment parcouru Doha de fond en comble. Il faisait chaud, mais bon, à pied, en voiture, etc. À Spire, j'ai tout fait. Et donc tu arrives, moi je pars de Malaga. Et donc tu ne survoles pas, tu ne peux plus survoler l'Égypte, etc. Parce que l'espace aérien est prohibé. Donc ça fait que tu dois passer au-delà de la Syrie et tu redescends par le Koweït. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand vous allez dans le souk, on va dire, dans la partie du vieux Doha qui a été refaite d'ailleurs, donc j'ai acheté ça, petite figurine faite à la main par un artisan avec qui j'ai un peu sympathisé. Tu peux acheter des drapeaux. Donc là-bas, je ne peux pas le montrer, mais j'ai pris, parce que j'adore les drapeaux. J'ai pris un drapeau qatari et il y a 2 autres drapeaux que tu peux acheter. C'est le drapeau d'Oman et le drapeau du Koweït. Et d'ailleurs, il y a des espèces de petits pins, etc. Drapeau du Koweït, drapeau du Qatar, drapeau d'Oman, du Qatar. Pourquoi? Parce que Oman, qui est un peu la Suisse du Moyen-Orient, donc ils ont une position un peu neutre là-dessus, mais ils ont beaucoup aidé, notamment au niveau maritime, parce que forcément, vu qu'il y a un blocus autour du Qatar, qui est donc complètement fermé aujourd'hui, et ben c'est notamment par voie maritime qu'ils doivent être ravitaillés ou par voie aérienne. Donc ils doivent ouvrir de nouvelles routes de transport. Et donc pour ça, le Koweït a été utile avec Oman, et également la Turquie et l'Iran. La Turquie notamment qui stationne de plus en plus de soldats aujourd'hui au Qatar, à la demande d'ailleurs de l'émir. Et l'Iran, même si voilà, c'est assez ironique d'ailleurs, hein, c'est là où on voit que le monde est gris, pas blanc et noir. C'est-à-dire que le rival d'un jour peut être potentiellement un allié du lendemain, mais pour certaines choses, et que le business n'a pas de couleur ni d'odeur. Donc c'est vrai que les liens avec l'Iran sont un peu renforcés, c'est aussi en face. Et j'ai fait l'expérience toute conne, mais quand tu étais dans les supermarchés à Doha, bah tu vois les produits, tu vois un peu d'où ça vient, un peu du Liban, de l'Iran, etc. quoi. Et bref, tout ça pour dire quoi? C'est que l'Arabie Saoudite et donc ses alliés ont essayé d'asphyxier le Qatar, notamment économiquement, parce qu'une guerre n'est absolument pas possible. Je rappelle que quand tu vas à Doha, tu as un aéroport, et ensuite de l'autre côté, tu vois qu'il y a un autre aéroport qui est réservé aux Américains, notamment pour cette énorme base militaire américaine, tu vois. Donc je rappelle que les États-Unis protègent plus ou moins un peu tous les pays là, donc ils vont pas aller se péter la gueule comme ça, tu vois. Enfin bref, donc l'idée c'est évidemment c'est une guerre économique qu'on a. Donc l'idée c'est un peu de les asphyxier à niveau politique, au niveau international sur la diplomatie, sur leur image et également financièrement. Sauf que le blocus n'a pas eu les effets escomptés du tout. L'an passé, le Qatar a une croissance de 2,2%. Ils ont très bien géré cette crise-là, notamment avec de l'argent qui venait un peu d'Occident sur certaines banques et tout. Et également parce que l'idée, donc avec le grand méchant Iran, notamment il y avait beaucoup de business iranien à Dubaï. Et ceux-là, bah, il y en a qui c'était un peu plus compliqué pour eux, donc il y en a qui sont venus un peu au Qatar. Dans le même temps, il y a beaucoup de sociétés qui étaient implantées à Dubaï qui ne pouvaient plus faire de business depuis avec le Qatar, sauf qu'ils étaient déjà engagés pour 2022. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert une division à Doha. Tant et si bien que cette étreinte voulue par l'Arabie Saoudite et ses alliés n'a pas eu l'effet escompté et au contraire a eu un effet presque négatif pour certaines parties des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi et Dubaï. Bref, donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Et le Qatar financièrement est plutôt très bien géré le truc. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est-à-dire qu'ils ont ramené par avion des vaches. Vous me dire pourquoi? Bah pour le lait. Parce qu'avant, ils importaient quasiment tout le lait. Aujourd'hui, le Qatar est autosuffisant en lait. Il y a une ferme qui s'est construite à 50 km de Doha, etc. Ils ont même commencé à faire les premières exportations de lait, ce qui est quand même assez incroyable. Et sur les œufs, maintenant, ils vont être également autosuffisants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc l'économie qatari a été obligée d'un peu de se bouger et d'innover quelque part. Ce qui peut être bien. Néanmoins, pour la population, c'est un peu plus compliqué. Les prix de certaines matières ont augmenté, il y a eu cette inflation, et surtout pour les 300 000 Égyptiens qui avant faisaient partie un peu du cœur économique de la population qatari, bah, c'est compliqué à cause des divergences politiques. Ceux qui étaient à Bin ne peuvent plus être à Bin, ceux qui étaient agents immobiliers, bah, il y en a qui ne se le sont plus, qui sont un peu chauffeurs. Je peux dire, j'en ai vu un paquet d'abord, d'Égyptiens. Donc c'est vrai que la population aujourd'hui consomme un peu moins. Et même si les résultats économiques du Qatar sont encore très bons, récemment il y a quand même des signaux qui sont un peu inquiétants et que le blocus a quand même un impact. Donc de fait, il y a des choix à faire. Le Qatar ne manque évidemment pas d'argent. Or, tous les choix quand tu vas à Doha, c'est pour 2022. 2022 est le projet du Qatar, c'est pas le PSG, c'est 2022 aujourd'hui. Point. Tout est fait là-bas. Moi je me suis promené en Doha de partout, putain. Tu vois 2022 de partout. Pour donner une anecdote, la Qatar National Bank, donc quand tu prends Qatar Airways, tu vois, tu as quelques spots, etc. Et le spot publicitaire, c'est des cavaliers du désert qui arrivent et qui t'amènent un ballon pour la Coupe du Monde, etc. Tu vois sur quelques pubs Neymar, c'est vrai, mais le PSG, excuse-moi, c'est beaucoup moins important. Donc toutes les ressources sont là pour être sur 2022. Ce qui est normal quelque part, parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Et si tu dois faire quelque choix, et le robinet, c'est pas que tu vas le couper complètement, c'est que tu vas un petit peu serrer. Et je vais donner 2 exemples, parce que ça pouvait pas être une coïncidence. Quand j'étais au Qatar, j'ai appris que Bourda, l'équipementier, a fermé. Vous savez là où le fils de Michel Platini travaillait. Donc ça a fermé, ça a équipé plein de clubs, etc. Et donc ils ont fermé, c'était un puits financier, un trou financier, ils ont fermé. Bein Sport Qatar, donc Al Jazeera, c'était un trou financier aussi.
ils ont licencié 380 personnes. 25% des effectifs ont été licenciés. Alors qu'il y a un petit manque d'effectifs justement vu tout ce qu'ils veulent faire. Et là, je m'étais dit, est-ce que c'est une coïncidence que sur une partie donc très ciblée, donc là, sport foot, on ferme l'équipementier, qui était un trou financier, on vire 25% du personnel de BIN, et là maintenant, au PSG, on a toujours de l'argent, mais on fait comprendre que les vannes, elles sont plus ouvertes comme avant. C'est-à-dire que là, Leonardo a mis une liste de joueurs qu'il veut, on lui a dit très bien, mais par contre, il nous faut des ventes aussi. Et c'est pour ça que Neymar, ils ne sont plus prêts à accepter tous ces petits desiderata avec tout son entourage et tout en disant tant d'argent, etc. Parce que là, il est le temps de faire des choix. Et le PSG est important pour le Qatar, on est tous d'accord, mais 2022 l'est plus. Et vu la conjoncture actuelle, on va un peu freiner, on va mettre de l'argent évidemment, mais c'est plus open bar comme ça peut être open bar. Tu vois, je suis plus persuadé que Antero Henrique qui prenait le jet privé du club pour faire des PSG Lyon, etc., des Paris Lyon, tu vois, ce genre de truc, je pense que là on va aussi un petit peu calmer. Et donc c'est pour ça que d'autres départs sont attendus, parce qu'ils veulent aussi nettoyer et surtout assainir le club. Et dans cette idée d'assainir tout ça, ils estiment que ce serait mieux que Neymar soit là. Alors évidemment, hein, je m'attends à des démentis en règle ou que sais-je encore, j'en ai strictement rien à cirer, parce que je sais ce que je dis, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que c'est un peu plus clair. Et c'est intéressant, et je vais même aller plus loin, je pense que c'est une bonne chose pour le PSG, cette idée d'assainir, et peut-être de moins ouvrir les vannes, ça va t'obliger d'être un peu plus bossé, etc. C'est comme ce que je vous dis sur le lait et les œufs. Bah là, t'as tellement d'argent, tu t'en fous, allez, même si on te surfacture, t'en fous. Mais là, à un moment donné, t'es coincé, qu'est-ce que tu fais? Et bah tu dois penser, tu dois réagir, tu dois innover, etc. Et le Qatar a quand même un avantage, ce que le PSG ne l'a pas, ce qui est quand même très bizarre, c'est que ils ont fait appel aux meilleurs qu'il y avait dans le monde entier pour qu'ils leur apprennent. Dans l'hôtellerie notamment, tu le vois. Et même pour l'organisation. Moi, je veux dire, j'étais pour Pakistan-Cambodge, j'ai vu les gens qataris qui étaient dans toute l'organisation. Anglais parfait, etc. Organisation, c'était pile poil, de la laveuse au buffet, à tout était parfait. Pourquoi au PSG? Je me dis quand même, il pourrait amener des mecs comme ça. C'est pas aujourd'hui le cas, mais quand Dehors reprend les choses en main, ils sont quand même capables de réagir. Il n'y a pas que des imbéciles, croyez-moi, bien au contraire, ils ont quelques lumières. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.